Nouvelle procédure d'entrée et de sortie de marchandises à la frontière de Sémé-Craqué le 21 juin. C'est la date fixée pour la phase pilote. Les divers acteurs de la chaîne s'imprègnent de l'implication de l'opération. Elle se dérive au moyen des machines électroniques certifiées de facturation au Bénin. La facture normalisée est une obligation faite aux grandes, moyennes, petites et micro-entreprises. Une sensibilisation du grand public a démarré à cet effet. Elle n'est pas une malédiction ni un sort jeté. La drépanocytose est une maladie qui se transmet de parent à l'enfant. Face à son ampleur, les spécialistes conseillent de tests de drépanocytose avant tout mariage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les transcripteurs, réviseurs et autres cadres chargés de l'élaboration des documents de compte rendu des séances plénières des députés procèdent à la relecture de leur bréviaire. C'est à la faveur d'une séance de mise à jour du glossaire de transcription et de révision des débats parlementaires, une initiative de l'Institut parlementaire du Bénin. Fimé Bassao nous édifie plus davantage sur cette rencontre. Ils sont chargés de rendre compte des séances plénières des députés. Eux, ce sont les transcripteurs, réviseurs et bien d'autres cadres de l'élaboration des documents de compte rendu consignés dans un document qui leur sert de boussole. C'est le lieu d'exprimer ma gratitude renouvelée à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour avoir autorisé cet atelier. Cet atelier vise à corriger, compléter les données essentielles à une bonne transcription et révision des débats parlementaires, harmoniser les techniques et procédures de la transcription et la révision des débats parlementaires, rendre disponible un document unique et fiable. Il conviendra à l'atelier de donner le nom approprié de transcription et de révision des débats parlementaires. Enfin, d'améliorer la production des débats parlementaires. Vous aurez donc, pendant les prochaines 72 heures, à procéder à sa relecture. Diao, le président de la République, Patrice Talon, s'est envolé ce matin pour Accra au Ghana, d'où se déroule bien sûr la 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions. Le 21 juin, c'est la date fixée par la phase pilote de la dématérialisation des procédures de passage de marchandises à la frontière de Sémé-Craqué. Pour une bonne réussite de l'opération, les divers acteurs de la chaîne ont suivi ce jeudi un exposé sur les nouvelles procédures d'entrée et de sortie de marchandises. Cette séance d'échange initiée par le partenaire technique Web Fontaine a eu pour cadre la salle de réunion de la recette des douanes de Craqué. Le compte rendu est signé Renaud Akapo, mais lu par Nicanor Kovi. Le compte à rebours est lancé. La phase pilote des opérations dans le GUS à la frontière terrestre de Craqué-Plage démarre le 21 juin prochain. Après la frontière Bénin-Togo à Ila-Kondi, le Bénin est fin prêt pour parachever le processus d'installation du guichet unique pour le commerce extérieur à Sémé-Craqué. Pour une bonne réussite de l'opération, une campagne d'information a été initiée par le partenaire technique Web Fontaine. Opérateurs économiques, consignataires, commissionnaires agréés en douane, agents de parking, ils ont tous répondu à l'appel de la douane béninoise pour la présentation des nouvelles procédures d'entrée et de sortie des marchandises à Sémé-Craqué. L'avantage du GUS, comme toute plateforme dématérialisée, permet de sécuriser déjà les recettes de l'État, de faciliter les opérations, d'appliquer la réglementation parce que le GUS est un outil qui appuie tous les acteurs. Le GUS ne vient pas remplacer chaque structure mais vient doter l'acteur d'un moyen de facilitation pour ces opérations. Plus le processus de dédouanement est rapide, plus le négociant peut planifier et optimiser les chaînes d'approvisionnement. La mise en place de cette plateforme complète de guichet unique vise ainsi à faciliter les procédures de dédouanement aux frontières, tant à l'entrée qu'à la sortie. Il y a des changements qui vont s'opérer tant au niveau des commissionnaires en douane que des agents de douane. L'engagement ici, c'est de permettre aux opérateurs de pouvoir effectuer l'ensemble de leurs opérations sans avoir à se déplacer. La conduite du changement a été réellement gérée par les autorités douanières afin que tout le personnel adhère donc à cette vision
de changement, à cette vision de dématérialisation. Fini les longues et fastidieuses procédures qui portent un coup au trafic de transit et au commerce transfrontalier. Pour les opérateurs économiques, l'utilisation de cette plateforme offre de nombreuses possibilités. Elle permet de ne plus se déplacer, d'économiser de l'argent et surtout de gagner du temps. Donc le GUS permet, donc, comme premier avantage, non seulement de dématérialiser, mais de simplifier les procédures de dédouanement. Donc nous pouvons conclure que cette séance a suscité l'intérêt des participants. Nous avons une séance en présentiel doublée d'une séance virtuelle puisqu'elle était diffusée par l'application Zoom et nous avons eu plus de 80 participants connectés. Cette séance de présentation a été l'occasion saisie par divers acteurs de la chaîne pour en savoir un peu plus sur les tenants et aboutissants du guichet unique pour le commerce extérieur, GUS. Voyons à présent ces journées portes ouvertes à la Direction générale des impôts. Elles portent sur la facture normalisée, objectif édifier davantage le contribuable sur cette solution innovante de mobilisation de ressources propres pour le Bénin. Florence Bossa et Wenceslas Raymond pour le compte rendu. 1er juillet 2021, c'est la date butoir fixée par l'administration fiscale pour la délivrance de la facture normalisée après chaque transaction. Le message a été porté par le directeur général adjoint des impôts lors de la rencontre initiée dans le cadre de la campagne de sensibilisation. À partir du 1er juillet 2021, toutes les entreprises au Bénin, quel que soit leur régime fiscal, excepté celles qui bénéficient d'une dérogation spéciale donnée par la Direction générale des impôts, sont tenues de délivrer des factures normalisées toutes les fois et chaque fois qu'ils effectuent des opérations commerciales. Pour assurer la réussite de cette opération, il revient à chaque citoyen d'exiger la délivrance d'une facture normalisée à l'issue de chaque transaction. La facture normalisée, c'est un droit. Et en tant que citoyen lambda, en tant que client d'une quelconque entreprise, chaque fois que nous opérons, chaque fois que nous effectuons un achat, où nous effectuons une transaction de quelque nature que ce soit, nous avons le droit de réclamer la facture normalisée. Le top est ainsi donné pour la généralisation de l'utilisation des machines électroniques certifiées de facturation et aussi pour une utilisation efficiente de ce nouveau système. Il est prévu une formation sur la création de comptes et la possibilité de délivrance des factures en ligne. Certains l'assimilent à une malédiction, pour d'autres c'est un sort jeté. La drépanocytose est plutôt une maladie génétique. Cette pathologie focalisera les attentions sur 19 juin en prélude à cette mobilisation à l'échelle mondiale. Une journée scientifique sur cette maladie et les autres maladies génétiques a eu lieu ce jeudi à l'université d'Abomey-Calavi. Une occasion de sensibilisation et de dépistage. Jean-Claude James et Simon Villon nous en parlent plus davantage. Un dépistage gratuit. Dans le viseur, une maladie génétique qui touche environ 50 millions de personnes dans le monde chaque année. La drépanocytose, ça fait pleurer, surtout les femmes, parce que, excusez-moi les hommes, quand ça commence et quand ça se complique, on les laisse seuls. J'ai vu des femmes qui ont été obligées d'aller seules, dormir à l'hôpital jusqu'à ce qu'à 10 ans, 11 ans, l'enfant ou les enfants disparaissent. Dépistage et sensibilisation à la prévention. Deux activités majeures de cette journée scientifique organisée par l'ONG SIACO Bénin et ses partenaires. La drépanocytose est une maladie héréditaire sans traitement véritable. La seule valable opportunité à notre portée au Bénin et en Afrique est la prévention des naissances d'enfants drépanocytaires majeurs. C'est ce en quoi l'ONG SIACO croit et œuvre. Quand l'homme rencontre la femme, son souci ce n'est plus aller contrôler et on tombe dans les conséquences. Je l'aime, non. Ceux qui ne se sont pas encore mariés là, ouvrez grandement les oreilles pour écouter toutes les présentations qui vont passer par ici. Il y va de notre intérêt.
Thème mobilisateur de cette journée, contribution de la recherche et de l'éducation à l'éradication de la drépanocytose en Afrique. Et l'une de ces contributions est le Drépastop. Cette maladie génétique fait des ravages en Afrique comme ailleurs. Le Bénin commémore cette édition autour du thème drépanocytose et nutrition pour éviter le pire aux jeunes en âge de procréer. Le ministre de la Santé les invite à se dépister. Stanislas Linkmore et François Issou nous proposent un extrait de son message. Chaque année, environ 300 000 bébés naissent avec la drépanocytose dans le monde et plus de 83% de ces naissances surviennent en Afrique. Au Bénin, on estime à plus de 4% la proportion des personnes atteintes de la drépanocytose. En 2019, environ 5,1% des enfants de moins de 5 ans admis aux urgences pédiatriques du CNHU-HKM de Cotonou sont porteurs de cette affection. Les décès dus aux complications de la drépanocytose sont enregistrés essentiellement chez les enfants de moins de 5 ans, les adolescents et les femmes enceintes. Les stratégies et les interventions visant à réduire la morbidité et la mortalité dues à cette maladie doivent être axées sur la prise en charge appropriée de ces groupes vulnérables. Il est donc important d'accorder une place de choix au diagnostic précoce et au dépistage volontaire des populations. C'est pourquoi je saisis l'opportunité de cette journée pour convier les jeunes en âge de procréer à se faire dépister pour un choix éclairé de partenaires de vie afin d'éviter que la drépanocytose ne soit transmise en héritage aux générations futures. Aussi, voudrais-je rassurer les parents des enfants atteints de cette maladie que la drépanocytose n'est plus une fatalité. Le gouvernement du président Patrice Talon, à travers le centre de prise en charge médicale intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de drépanocytose, offre des soins spécialisés de qualité pour la prise en charge efficiente, aussi bien des nourrissons pour le développement harmonieux que des femmes enceintes pour une grossesse et une maternité sans risque. Aujourd'hui, 19 juin, journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. La communauté internationale l'a décrétée en 2006 pour faire connaître le mal de tous. Hier, vendredi, le Centre national de prise en charge et intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de la drépanocytose a sonné la mobilisation de tous, bien sûr, pour venir à bout de cette maladie génétique à leur marche de sensibilisation à Cotonou. On retrouve Stanislas Linkmore et François Issou pour plus de précisions. À Montrouy, mais Electroforez d'abord. Le Centre national de prise en charge intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de la drépanocytose porte l'information aux usagers de la route. Une campagne de sensibilisation pour dire halte à cette maladie génétique, considérée comme un problème de santé publique au Bénin. La maladie sévit énormément chez nous. Nous sommes actuellement submergés par les enfants atteints de la drépanocytose au centre de prise en charge. Donc c'est une maladie qui nécessite qu'on en parle. À l'intention de chaque cible, le centre spécialisé dans la prise en charge du mal budgétivore plaide pour une alimentation saine et équilibrée des enfants drépanocytaires. Nous avons constaté que la plupart, avant d'intégrer le ménage ou bien avant d'aller au mariage, ignorent leur électrophorèse. Donc, nous sommes là pour les sensibiliser suffisamment sur le dépistage avant d'aller au mariage. L'avantage, c'est d'avoir des enfants sains, des enfants portants qui n'auront pas la drépanocytose. Durant toute une semaine, le Centre national de prise en charge intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de la drépanocytose s'engage à prévenir cette maladie à travers diverses activités. Ils sont nombreux à s'engager dans le lien de mariage sans connaître bien sûr leur statut d'électrophorèse. Ils se sont des parents qui éprouvent aujourd'hui le sentiment de regret pour avoir mis au monde des enfants atteints des formes graves de la drépanocytose. Kouroust Abdoulaye a échangé avec certains de ses parents. Suivons plus tôt. J'ai fait l'erreur. Des regrets. En me mariant à ma femme, je savais que je suis AS. Mon épouse aussi était AS. Nourri par ce parent pour sa mauvaise compréhension de la drépanocytose. Mais j'ai une mauvaise
compréhension de la chose. Cet autre parent de même. Lorsque mon mari et moi nous sommes mis ensemble, nous ne savions pas que nous étions porteurs de trait. Il était AS, je l'étais aussi, mais on n'avait pas fait les tests, nous ne le savions pas. Elle s'est engagée dans le mariage, ignorant qu'elle partageait la même forme d'électrophorèse que son époux, la AS. Je précise tout de suite que si on l'avait su, certainement qu'on ne se serait pas marié. Mais aujourd'hui, elle regrette les conséquences de cette union. Et pour cause, des 4 enfants issus de ce mariage, un décède à l'âge de 7 ans et 2 sont porteurs de la forme SS. C'est une pression financière, morale, et vraiment, c'est pas facile à gérer pour le couple. Donc pour moi, c'est quand je ferai 4 enfants que j'aurai un enfant drépanocytaire SS, alors que c'est faux. Erreur. De ces 4 enfants, lui aussi, 2 sont porteurs de la forme SS. Plus possible de rattraper ces erreurs. Mais pour ce parent, au regard de cette malheureuse expérience, le test d'électrophorèse est la condition sine qua non avant tout projet de mariage. Lorsque on doit faire des enfants SS, vraiment, c'est même souhaité de se séparer. Hypothéquer l'amour pour éviter d'être sous le joug de la drépanocytose et surtout épargner sa progéniture. Des informations à prendre au sérieux. Réédition du compte de l'an 1 du maire de Koulékamens, c'est le centre de loisirs de la localité qui a servi de cadre à cet exercice local de gouvernance. Un exercice suivi avec attention par les populations sorties massivement. Abdoulaye Idrissou et Aziz Alagbe étaient de la partie. Voici le compte rendu. J'ai le devoir impérieux de vous présenter, après un an de gestion, l'exécutif communal devant les forces vives de Koulékamens. Il rend compte de ces 12 premiers mois de gestion et de conduite du processus de gouvernance locale comparé au texte en vigueur en la matière. Chère population, notre raison d'être est la satisfaction de vos besoins ultimes. Pour cette première année, nous avons réussi à faire le diagnostic secteur par secteur afin de nous mettre en phase avec les réels défis de développement de la commune. Koulékamens est d'ici 2030 une commune aménagée et bien gouvernée, à économie forte, basée sur une agriculture diversifiée pour le bien-être social. Les actions menées, les projets en cours et ceux à venir, secteur par secteur, sont ainsi détaillés aux populations, images et documentation à l'appui. L'initiative est bonne. Il a entamé le travail dans tous les secteurs et il ne reste qu'à prier pour lui pour qu'il continue et qu'il achève, qu'il atterrisse bien. Le leadership aujourd'hui, ce n'est pas le nom ni le titre, mais c'est la façon dont tu produis, c'est la façon dont tu es au service du développement de ta communauté. Donc la jeunesse est présente dans son ensemble pour apprécier le maire, vu tout ce qu'il a fait dans l'an 1. La reddition de comptes est un exercice obligatoire de présentation et de justification des comptes que la loi sur la gouvernance locale impose aux élus. Au détour d'une conférence de presse, l'Union nationale de la jeunesse béninoise a exposé son projet J'aime le Bénin. Cette initiative pour accompagner le mandat hautement social annoncé par le président Patrice Talon. Il s'agit d'un projet à caractère social qui vise à faire participer tous les citoyens au développement du pays et à professionnaliser le secteur des conducteurs de taxi-moto. En voici la substance présentée par Prince Ouensavi, président de l'Union. Il est au micro de Lénèque Agbazao. Pour l'Union nationale de la jeunesse béninoise, UNAGEM, la réussite de ce mandat hautement social décrété par le président Patrice Talon dépend de l'implication citoyenne de chaque Béninois. En tant qu'association de jeunesse, nous voulons jouer notre partition. Le projet J'aime le Bénin ambitionne entre autres, à travers son premier volet, de faire professionnaliser le secteur des conducteurs de taxi-moto, de sorte que ces travailleurs jouissent des avantages ci-après. L'ACER a des soins gratuits en cas d'accident et le choix entre une pension de retraite et un logement social dans une cité. Et cela grâce à l'accompagnement du gouvernement. Pour y parvenir, il revient à chaque CTM
de payer une subscription de 300 francs par jour, dont 215 francs au profit de leur retraite et 85 francs pour la continuité des projets d'asphaltage, puisqu'ils sont les premiers bénéficiaires. Le deuxième volet du projet vise l'instauration d'un droit de permis de conduire qui autorise les propriétaires d'engins à 2 ou 3 roues de circuler sur l'étendue du territoire national. Ce droit de permis de conduire sera à un coût forfaitaire. Vu l'intérêt du projet, l'UNAGEM souhaite sa réalisation d'ici le mois d'octobre 2021. De ce fait, elle l'a déjà introduit à l'Assemblée nationale. La pacification, la sécurité des personnes et des biens et la restauration de l'autorité de l'État, ce sont là, entre autres défis qu'entend relever le nouveau préfet du département des Collines. À la faveur d'une interview, Salou Oudoubou remercie le chef de l'État pour le choix porté sur sa modeste personne et par la même occasion rassure toute la population qu'il s'emploiera bien sûr autant que faire pour travailler à l'intérêt général de la population. Une interview réalisée par Enoch Orumpati. Cette population à laquelle j'appartiens, qui a manifesté son mécontentement à un moment donné, en réalité n'était pas contre le chef de l'État. Ça pourrait paraître paradoxal, mais ne se retrouvait pas proche du chef de l'État. Voilà qu'un des leurs est désormais proche du chef de l'État, le représente au niveau de tout le département. Je crois que c'est un élément fort que les uns et les autres doivent pouvoir saisir pour que effectivement le département soit pacifié. Les défis qui nous attendent au niveau du département, comme pas tout à l'heure, sont les défis sécuritaires. La question de la transhumance donc, et je pense qu'avec les uns et les autres, nous allons y arriver. Je ne vais pas oublier les têtes couronnées, les chefs traditionnels. C'est une occasion pour moi de leur dire toute ma disponibilité à travailler. Le poste de préfet que j'occupe aujourd'hui, je suis le représentant du chef de l'État. Je suis le représentant du gouvernement, je suis le représentant des ministres pris individuellement. Alors, je suis appelé à assumer une fonction hautement républicaine. Je suis le préfet de toute la population, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur catégorie et quelle que soit leur coloration politique. Je suis là pour garantir l'intérêt général, assurer la tranquillité à tout le monde. Il n'y aura pas de favoritisme, il y aura simplement à restaurer l'autorité de l'État parce que, qu'on le veuille ou non, il n'y a aucun pays où l'État faiblit. L'État ne faiblira pas. L'État reste l'État. Ce que je souhaite, c'est que les uns et les autres ramènent la balle à terre, qu'ils acceptent mon ouverture d'esprit, qu'ils acceptent la main que je leur tends à dialoguer de façon sincère afin que les solutions les plus appropriées soient trouvées pour qu'on dise enfin, le département des Collines a retrouvé la quiétude. C'était à l'instant le préfet du département des Collines. Le dispositif régional de prévention de gestion des crises alimentaires, bien sûr, est en concertation et les membres se penchent sur la situation actuelle nutritionnelle de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Ils s'appellent les gouvernants à plus de vigilance. Précieux à Kouaronou, on s'esslace à Royaumont, compte rendu. Hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché. Le dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires affiche son inquiétude. Cette réunion anticipe le pire. Les conditions d'accès aux aliments sont préoccupantes dans la région Sahel et Afrique de l'Ouest du fait d'un faible approvisionnement des marchés, une flambée des prix des denrées alimentaires, le tout sur fond de faible pouvoir d'achat des ménages. La situation risque de se dégrader d'ici août 2021, prévient le réseau. Notre région fait face pour la deuxième année consécutive à une crise alimentaire et nutritionnelle sérieuse qui toucherait plus de 27 millions de personnes si des mesures appropriées d'assistance alimentaire et nutritionnelle ne sont pas prises à temps. Dans ce cadre, le réseau de prévention des crises alimentaires RPCA a fortement recommandé en sa session d'avril 2021 aux OIG, aux États et aux partenaires techniques et financiers de se mobiliser pour mettre en œuvre des réponses appropriées face à cette crise alimentaire et nutritionnelle majeure à l'entrée de la période de soudure. Au Bénin, le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour soutenir les producteurs agricoles et les populations
Pendant ce temps, le réseau de prévention des crises alimentaires poursuit la veille. Un peu d'histoire dans cette édition. Les anciens s'en souviennent très bien. Les plus jeunes n'en savent peut-être rien. Il s'agit de ce fameux service civique, patriotique et idéologique et militaire sous la Révolution auquel étaient astreints les nouveaux bacheliers. Les membres de la 3e promotion de ce programme ont publié un ouvrage, Oui à l'appel de la patrie, une œuvre collective qui retrace l'agression du 16 janvier 1977 à laquelle ils ont pris une part active dans la riposte. Ils partagent leur récit à travers un ouvrage porté à la connaissance du lectorat. Eman Rodigamegan et Brice Thibozo nous donnent plus de détails. Vaincre ou périr, à l'épreuve de la souveraineté, le Bénin révolutionnaire déjoue une attaque de mercenaires. Nous étions le 16 janvier 1977 et l'armée et les civils portent le Bénin à bout de bras. En début d'après-midi, on apprenait que les mercenaires étaient en déroute. Parmi les combattants, les membres de la 3e promotion du service civique, patriotique, idéologique et militaire. Ces apprentis soldats de Ouida à l'époque se sont eux aussi mis vent debout contre l'agresseur au prix du sang. Ce jour-là, nous avons vraiment dit oui à l'appel de notre patrie pour la défendre et pour la servir. Une scénographie du patriotisme pour une promotion baptisée Victoire, en référence à ce triomphe sur l'ennemi. Et cet ouvrage collectif tient lieu de mémoire. Mémoire du 16 janvier 1977, mais surtout mémoire d'une génération. Se réveiller tous les jours, à 4 heures du matin, les exercices sur le parcours du combattant, le bruit et les secousses des tirs à la mitrailleuse ou au mortier. L'ouvrage se veut à la fois informatif et didactique pour un dialogue intergénérationnel à un moment où, disent-ils, le civisme semble déserter les habitudes. Soldat un jour, soldat pour toujours. Numéro matricule 7210. Un numéro matricule à jamais dans les têtes, une rectitude militaire toujours présente. Et si aujourd'hui certains manquent à l'appel, les autres poursuivent le séjour. Hier, jeunes de la Révolution, aujourd'hui, patriarches. Page interne de cette édition nous amène en Côte d'Ivoire pour l'ancien président Laurent Gbagbo rentre au Bécaye et rencontre ses militants en Afrique du Sud. La population se fait vacciner contre la Covid-19. Le point avec Blaise Adampo et Florence Bossa. En Côte d'Ivoire, l'excitation est totale depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo. Acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, l'ex-président est rentré dans son pays après 10 ans d'absence. À l'approche de la Journée mondiale des réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a publié son rapport sur les déplacements forcés de population pour l'année 2020. Malgré la fermeture des frontières, 3 millions de personnes de plus qu'en 2019 ont dû fuir leur maison, amenant le nombre de déplacés à un record, indique l'Agence de l'ONU pour les réfugiés. Les déplacements internes sont une tendance inquiétante selon le haut-commissaire Filippo Grandi. Les habitants de Pretoria se font vacciner contre la Covid-19 alors que l'Afrique du Sud lutte contre une 3e vague d'infection. Pays officiellement le plus touché du continent africain, l'Afrique du Sud a enregistré mercredi plus de 13 000 nouveaux cas de Covid-19, soit le nombre de nouvelles infections le plus élevé en 24 heures ces 5 derniers mois, selon les statistiques. Le président Cyril Ramaphosa a étendu mardi le couvre-feu nocturne et limité la vente d'alcool pour tenter de contenir une 3e vague de la pandémie. Pendant ce temps, des milliers de volontaires et de responsables olympiques ont commencé à être vaccinés ce vendredi à Tokyo, près d'un mois avant les Jeux.
Les organisateurs sont désormais dans la dernière ligne droite avant la cérémonie d'ouverture prévue le 23 juillet et se démènent pour finaliser les règles anti-Covid et faire vacciner le maximum de participants à temps. Le Comité international olympique a fait don de suffisamment de doses de vaccins pour 40 000 personnes, dont le personnel des aéroports, les journalistes locaux et les arbitres olympiques. Voilà qui vient boucler cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous un très bon week-end. À demain.